C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Merci beaucoup Valérie. Bon, vous me voyez parler avec Valérie qui se cache derrière le logo du risque. C'est ma collègue, ma précieuse collègue qui est la chef d'orchestre de nos webinaires que je remercie tout le temps et toujours pour sa coordination, pour sa rigueur, pour son organisation. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir, et non la moindre, notre chère Danielle Maltais, une professeure qui a beaucoup de valeur pour nous au risque, mais aussi pour toute la société et la communauté scientifique québécoise. Je me présente, je suis Manel Jemel, la directrice des partenariats du réseau Risque, et je vais agir en tant que modératrice aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, la professeure Maltais, elle va nous parler aujourd'hui des stresseurs secondaires vécus par les individus sinistrés et leur impact sur la santé mentale. Donc, comme on la connaît, professeur Daniel Maltais, elle est émérite, professeur émérite de l'unité d'enseignement en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle est aussi détentrice d'un doctorat en sciences humaines et appliquées de l'Université de Montréal et elle œuvre depuis plusieurs années dans le domaine des conséquences des catastrophes et des événements traumatiques sur la santé des individus et des intervenants. Elle ne voulait pas qu'on dévoile tout son gros CV. C'est tout ce qu'elle nous a laissé dire. Donc, avec ces quelques phrases, j'accueille chaleureusement Daniel Maltais, puis je lui donne la parole. À toi la parole, Daniel. Parfait, merci beaucoup. Merci tout le monde d'être présent. C'est le fun de pouvoir partager nos résultats de recherche. Puis je pense que on est fiers de cette étude-là. Je ne suis pas la seule non plus là, qui a participé à cette étude-là. Je vais partager tout de suite l'écran en espérant que tout va aller. Oui, parfait. Est-ce que tout le monde voit ça comme il faut? Oui, c'est bon. Bon, ben parfait. Donc, je vais enlever ça parce que je vais perdre. Donc, je vais vous parler d'une étude qu'on a faite sur les stresseurs secondaires chez les personnes qui ont vécu les inondations de 2019 et leur impact sur la santé mentale. Il faut savoir aussi que des gens qu'on a interviewés avaient été aussi victimes, la majorité victimes des inondations de 2017. Donc, je vais vous parler d'une mise en contexte théorique, la méthodologie aussi, les résultats du volet, parce que c'est une étude mixte, on avait un volet qualitatif puis un volet quantitatif. C'est quoi les leçons qu'on tire, puis je vais vous parler aussi de quelques recommandations qui ont été émises par les personnes sinistrées qu'on a rencontrées. Depuis que je travaille, dans le fond, sur les conséquences des catastrophes, mais pas au début, mais au fur et à mesure des études, dans le fond, je me suis rendu compte que les études, pas les études, mais les inondations, c'est un continuum d'événements stressants. C'est pas seulement lorsque l'eau est à 5 pieds dans ton sous-sol ou qui envahit ta maison ou ton terrain, mais dans le fond, toutes les difficultés que après, dans le fond, durant la période de rétablissement, les gens peuvent vivre des stresseurs et c'est ces stresseurs-là qui s'accumulent l'un après l'autre, qui jouent sur la santé mentale, la santé physique des individus. Donc, si on prend l'inondation, on va parler de stress primaire. Donc, les gens peuvent craindre de mourir, craindre d'être blessés ou être victimes d'un deuil, comme par exemple lors du déraillement de train de lac Mégantic. Et après, une fois que l'eau est partie, une fois que la crue des eaux est terminée, ben là, le plaisir commence des stresseurs secondaires. Ça peut être des pertes liées aux conditions de vie. Donc, les gens, ils ne peuvent plus habiter dans leur domicile, ils sont relocalisés temporairement ou définitivement. L'attente de réponse du gouvernement du Québec par rapport aux indemnisations, ça peut être pendant 2 ans, là. Ces stresseurs-là, c'est ça que c'est important de savoir, c'est que ça peut durer pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Il y a aussi l'endettement économique, la perte de son emploi ou dans le fond, la prise, mettons, les stresseurs secondaires au niveau, il y en a qui vont prendre leur retraite prématurément en cause de problèmes de santé qui sont liés au stress qu'ils ont vécu lors des inondations. Il peut y avoir aussi des pertes subséquentes. Tu peux vivre aussi d'autres événements de vie qui sont difficiles, mais qui ne sont pas nécessairement liés aux inondations. Ça va donc amplifier la détresse des personnes. Et ça, ces stresseurs-là vont avoir un impact sur la capacité des individus à renouveler leurs ressources, tant physiques, tant mentales qu'économiques et immobilières, si on pourrait dire comme ça. Donc, il y a aussi, dans la littérature, on parle des conséquences des inondations et des stresseurs chez les individus. Donc, ça, c'est au niveau de la santé mentale, on remarque beaucoup de dépression, d'anxiété. Ce qui est important, je n'en nommerai pas tous parce que là, ça va prendre toute la demi-heure, mais ce qui est important de savoir, c'est que souvent, les individus qui sont victimes d'inondations vont être affectés à la fois dans leur santé mentale, à la fois dans leur santé physique.
et dans d'autres aspects de leur vie, que ce soit les habitudes de vie, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale. Donc, je pense qu'il faut avoir un regard écosystémique quand on parle des conséquences des inondations. Puis c'est ça que ici, on a fait ici à l'Université du Québec à Chicoutimi à la suite de nos études sur différentes catastrophes. Donc, on a étudié aussi les impacts que ça avait sur la vie professionnelle, la vie familiale. Bon, par exemple, on s'est rendu compte qu'en général, il y a 25% des personnes qui considèrent que leur vie familiale s'est détériorée, 25% qui considèrent que ça s'est amélioré, puis 50% qui considèrent que c'est resté stable. Donc, ça, c'est des exemples, par exemple, dans les différentes recherches qu'on a vues. Au niveau de la vie professionnelle, on a vu aussi des gens qui ont dû prendre un deuxième emploi pour payer les frais ou qui ont retardé leur retraite parce qu'il n'y avait pas assez de revenus. Il n'y avait plus assez de revenus pour faire face aux pertes qu'ils ont subies ou qui ont pris leur retraite, comme j'ai dit tantôt, qui ont avancé leur retraite parce que, parce qu'ils étaient trop fatigués puis vivaient trop de stress en nettoyant leur maison, en rénovation, les demandes d'indemnisation, etc. Donc, si on parle maintenant de la mise en contexte, c'est une étude interdisciplinaire mixte réalisée par 5 chercheurs qui proviennent de 5 institutions différentes. Donc, moi, j'étais le chercheur principal. Il y avait Mélissa Généreux, Michael Bourdeau-Briand de l'Université Laval, Mathieu Boudreau de l'UQAM et Julie Maud Normandin de l'INAP, mais qui est rendue maintenant à la ville de Longueuil. Donc, notre objectif, c'était vraiment de documenter les sources de stress secondaires, qu'ils soient sociaux, personnels, administratifs et financiers, vécus tout au long du processus de rétablissement, donc après, dans le fond, lors du retour à la vie normale qu'on appelle, et leur impact que ça a sur la santé mentale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des entrevues semi-dirigées qui ont été réalisées auprès de 15 propriétaires occupants qui ont subi les inondations 2019, qui ont été inondés, qui ont fait une demande d'indemnisation au gouvernement du Québec pour que leurs frais soient remboursés. On a aussi administré un questionnaire à 290 adultes qui étaient non inondés, non perturbés. Donc, ça, c'est les non sinistrés. 284 personnes perturbées. Donc, ça, c'est des gens, dans le fond, je vais revenir tantôt sur la définition, mais c'est des gens qui n'ont pas été. C'est exposition indirecte, je vous en parlais tantôt, puis 106 inondés lors des inondations de 2019, même si c'est plus que 106, là, c'est 193, je pense. Ouais. Les stresseurs primaires, donc, se produisent pendant ou peu de temps après les inondations, comme le fait de subir des blessures, la hauteur de la crue des eaux, avoir peur de se blesser, avoir eu peur de mourir, etc. Donc, ou avoir craint pour la santé de ses enfants ou des membres de sa famille. Les stresseurs secondaires, c'est l'événement ou les situations ou circonstances qui viennent perturber la vie des personnes, qui découlent directement ou indirectement du sinistre, qui apparaissent surtout pendant la période de rétablissement. Ça peut être la perte de son emploi ou la perte économique importante, une relocalisation temporaire, l'attente de réponse de sa municipalité ou du gouvernement, ou des insatisfactions envers les compagnies d'assurance. Tantôt, on va en voir qu'il y en a plus que ça, là, mais ça, c'est des exemples. Et ce qui est important aussi, là, selon plusieurs chercheurs, la pluie, les avertissements de tempête, mettons hivernales, ou de pluie qui sont abondantes, l'anniversaire du sinistre, ainsi que l'arrivée de la saison favorable aux inondations, restent des sources de stress secondaires, et ce, pendant plusieurs années après avoir été exposés à ce type de sinistre. Donc, les gens nous disent, on n'oublie pas. C'est un peu ça que dans leur discours, entre autres. Donc, les résultats du volet qualitatif, donc il y a eu 15 entrevues semi-dirigées qui ont été faites. Au départ, on voulait faire des entrevues semi-dirigées dans 2 municipalités du Québec. Une qui avait des employés municipaux qui étaient libérés pour aider les personnes à faire leur demande d'indemnisation et une autre municipalité où il n'y avait pas ce service-là qui était offert. Mais on a dû faire une autre méthode de collecte des données, puis on est allé sur Facebook et c'est là qu'on a trouvé la majorité des personnes qui ont participé à l'étude. Donc, la majorité vit en couple, qui ont des études universitaires, qui ont un revenu inférieur à 100 000 $. Il y en a 7 sur 15 qui étaient des retraités, puis la majorité étaient des femmes. L'âge moyen des participants était 64 ans. La majorité vivait dans une maison unifamiliale. La majorité ont déménagé. Je m'excuse de l'erreur ici, mais je ne suis pas capable de la corriger. C'est une figure, là. En tout cas, bon, on déménage. 6 sur 15, pas la majorité, mais 6 sur 15 ont déménagé. Il y a seulement 3 personnes qui habitaient seules sur les 15. 11 sur les 15 ont été inondés en 2017 et en 2019, puis probablement, on ne l'a pas interviewé, mais en 2023, j'imagine. Il y en avait 8 sur 15 qui estimaient que leur maison ne pouvait pas être inondée.
Puis là, mais il y en a 11 sur 15, en sachant qu'ils pouvaient être inondés, qui auraient quand même acheté leur maison s'ils avaient su qu'elle pouvait être inondée. Surtout parce que des gens je vais vous donner des témoignages, par exemple, nous, on était dans la zone des 100 ans. Ce qui veut dire qu'en principe, ça arrivait peut-être une fois aux 100 ans. Mais c'était comme une catastrophe très, très inhabituelle. Donc ça, c'est un motif d'avoir acheté sa maison quand même si on savait. Ma maison est bâtie sur une ligne de 100 ans. Alors là, je me disais, OK, l'eau va s'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi. Je faisais confiance aux lignes. C'était cautionné. C'est la ligne rouge sur le plan des zones inondables. D'autre part, c'était cautionné par la ville. Vous savez, on achète un terrain, la ville est là. Là, j'ai enlevé le nom de la ville. Là. Je paye des taxes à la ville. Alors moi, s'il n'y avait pas de problème, il y avait un risque, mais pas de problème. Mais un risque d'empiètement d'eau sur le terrain, mais pas un risque d'inondation de ma maison. Donc, ça a été quoi les principaux stresseurs? Un instant, je vais enlever quelque chose qui me cache. Donc, au niveau de la relocalisation, il y a la localisation. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Des pertes de ses repères habituels, l'incertitude, ne plus avoir de chez soi, ne pas se sentir chez soi on va aller vivre, par exemple, chez des amis, chez des membres de la famille ou dans un appartement qui nous est prêté ou une maison qui nous est prêtée par des amis. Déménagements répétés. Donc, entre autres, dans une de nos études, on a constaté que les gens déménageaient un minimum de 5 fois par an au cours des 2 années qui ont suivi les inondations. Le manque d'information et d'intimité, c'est aussi le fait aussi, lorsqu'on est localisé, les gens ils disent, ben, moi, je ne veux pas parler de ma peine ou mes insécurités devant mes enfants. Donc, il y a une certaine perte d'intimité et tout ça. Au niveau du processus d'indemnisation, les délais trop longs, le manque de clarté dans les questions qui sont posées, le manque de clarté des documents, difficulté à entrer en contact aussi avec le personnel, manque d'accompagnement et de suivi, manque d'apathie de certains employés du ministère de la Sécurité publique. Au niveau des pertes matérielles, ben, le deuil, surtout le deuil, dans le fond, face aux souvenirs qui ont été perdus, puis difficulté à accepter la perte de sa maison. Et ça, surtout que plus tu es attaché à ta maison, plus c'est un prolongement de soi, plus les gens vont avoir la difficulté à accepter la perte de leur maison. Bon, les problèmes financiers, donc l'endettement, l'insécurité financière et l'anxiété, la perte de la valeur de sa maison qui est un élément important. Puis j'imagine qu'avec ce que vient de faire les Caisses des Jardins, ça va avoir encore un impact plus important. La perte de ses épargnes aussi. Il y en a qui ont pris leur épargne puis qui avaient peut-être le goût de faire d'autres choses, mais qui ont dû payer leur déménagement et tout ça, puis payer aussi les frais qui étaient encourus pour le nettoyage, la reconstruction, etc. Des travaux à réaliser aussi. Le stress, ça occasionne du stress et de la fatigue. Le choc aussi face à l'ampleur des travaux à réaliser. Le constat des pertes de dommages de son domicile. Puis il y en a qui ont été hospitalisés par rapport à la suite de s'être blessés par rapport aux travaux qu'ils ont réalisés. Et à cette époque-là, on était pendant la COVID de 2019, dans le fond, de 2020. Retard dans les travaux de nettoyage et de rénovation, parce que c'était interdit, hein? Impact sur le moral et la qualité de vie, puis ça a reporté certaines activités, puis certaines activités qui étaient importantes, qui étaient prévues, des voyages, etc. Les pires stresseurs, parce qu'on avait une question aussi dans l'attribut qualitatif, qu'on leur demandait, c'est quoi le pire stresseur que vous avez vécu? C'est le temps et l'énergie consacrés pour compléter les demandes d'indemnisation, l'attente des réponses, le manque d'empathie des intervenants, des membres de son entourage et de la population générale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, il y avait comme dans la population, on disait, mais oui, mais pourquoi ces gens-là demeurent là? On n'est pas pour payer tout le temps quand ils sont inondés et tout ça. Donc, puis il y a les mauvaises relations aussi avec les entrepreneurs et les ouvriers, qui est un élément aussi important, un stresseur, un des pires stresseurs. Donc, l'attente du gouvernement, les délais, l'attente, l'impression d'être pogné, de ne pas pouvoir rien faire, de ne pas pouvoir avancer les choses et de passer à autre chose. Malgré moi, malgré toi, malgré ce que tu veux. Donc, les sentiments qui ont été éprouvés par les 15 personnes qu'on a interviewées, il y a plusieurs sentiments qui ont été au rendez-vous, mais ceux qui sont en rouge, c'est les principaux. Donc, se sentir impuissant, se sentir dépourvu face aux embûches rencontrées. Et toutes les autres aussi ont été vécues par une partie, pas la majorité, mais par une partie des répondants. Mais il y a quand même des gens qui ont eu des émotions positives face à la solidarité et au soutien qu'ils ont reçu, soit de bénévoles, soit des membres de l'entourage,
soit des employés, etc. Donc, il y a aussi ça. Il y en a qui ont senti qu'il y avait moins de solidarité, mais il y en a d'autres qui ont senti qu'il y avait aussi encore la solidarité en 2019. Les impacts maintenant que ça a eu, les impacts. Quand on étudie les conséquences des inondations, surtout après 1 an ou 2 ans ou 3 ans, même après 8 ans, je pense que les gens ils sont capables de constater que malgré les impacts négatifs que ça peut avoir, là, je ne les nommerai pas toutes, mais on voit que ça a des impacts négatifs sur à la fois la santé physique, la santé mentale et sur les autres aspects de la vie des personnes. Et je pense que nous, au Québec, le malheur qu'on a, ou bien la faiblesse qu'on a, c'est qu'on se concentre beaucoup sur les impacts de la santé physique, la santé mentale, sur les écrits qui ont été faits, mais très peu sur la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Nous, ici à l'UQAC, on a essayé de combler là, cette lacune-là en écrivant quelques articles sur ça. Donc, je vous invite à lire nos articles qu'on a écrits sur ces aspects-là. Mais au niveau des impacts positifs, donc, les gens ont tiré des leçons de leur expérience. Ils disaient, j'ai été inondé en 2017, j'ai appris à mieux me protéger en 2019. Il y a eu certains changements positifs dans sa vie. Donc, changement de milieu de vie plus adapté à ses besoins aussi, parce que les gens qui ont perdu leur domicile, qui sont allés vivre, qui ont acheté un autre domicile, par exemple, qui ont loué un appartement, ben, ils trouvaient que leur milieu de vie était plus adapté à leurs besoins. Remise en question de ses valeurs personnelles. On retrouve ça dans toutes nos études. Dans le fond, les gens, ils savent qu'ils peuvent perdre tout d'un coup en l'espace de quelques minutes. Donc, les gens disent que l'accumulation de biens est vraiment moins de priorité maintenant, parce qu'on sait qu'on peut perdre tout d'un coup. Prendre conscience aussi des changements climatiques. Il y en a qui ont vu aussi des rapprochements avec leurs conjoints, rapprochements avec ses enfants, le resserrement des liens avec ses voisins, quand ses voisins ne quittent pas leur domicile ou vendent leur domicile là, parce qu'ils s'en vont dans le quartier. Là, je ne dormais pas. Ça m'a pris 2 à 3 mois avant d'être capable de dormir. Je m'endormais le matin vers 5-6 heures. Quand il commençait à faire un peu plus clair, je réussissais à dormir 1 heure ou 2. Je rêvais toujours que mes enfants tombaient dans l'eau par les fenêtres de la maison. Bien, j'ai une propension à l'anxiété. Donc, c'est ça aussi qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas seulement des nouveaux problèmes de santé qui apparaissent, mais il y a aussi des problèmes de santé préexistants qui s'exacerbent à cause de son exposition aux inondations. On va s'entendre là-dessus. C'est sûr que ça s'est exacerbé. C'est sûr et certain que ça exacerbe. Tu prends vraiment conscience que la nature est plus forte que toi. Je trouvais ça important de vous présenter des extraits de verbatim, là. L'accumulation, une couche par-dessus tout, une couche par-dessus une couche par-dessus une couche de stresseurs. Parce qu'il n'y a pas une semaine que je ne montais pas dans le bureau de mon boss et dire en braillant, il faut que je m'arrête à un moment donné parce que je vais péter. Bien là, les deux, on a fait un choc post-traumatique diagnostiqué par un médecin, là. Mon mari, qui a amené des branlables, a été vraiment affecté, médicamenté. Et nous autres ici, il y a une vingtaine de maisons qui se sont fait démolir. Ça, c'est triste un peu. On a perdu des amis dans ça, parce que l'éloignement fait que tu ne vois plus des amis qui sont partis à Mont-Laurier ou à Joliette ou ailleurs. Au début, tu fais des FaceTime, mais après 2 ans, quand tu n'as plus rien en commun, ça fait partie de la vie. Donc, on voit que ça a différents aspects, tout ça. C'est quoi les principales recommandations qui ont été émises par les sinistrés là, dans les 15 entrevues qu'on a faites? Oh, puis j'ai une petite faute ici. Fournir les mêmes informations avec un S de la part du ministère de la Sécurité publique et des municipalités, parce que des fois, les gens ils disaient il y a des contradictions entre ce que dit la ville et ce que disent les fonctionnaires de la MSP. Là, donc, ça, on vient tout mêler. Tout ça. Faire preuve de plus d'empathie de la part des agents du MSP et des employés municipaux. Moins de roulement de personnel. Recevoir plus rapidement une réponse concernant les demandes d'indemnisation. Fournir un montant de base pour pouvoir débuter des activités de nettoyage et de reconstruction avant qu'il y ait une entente finale, dans le fond, pour les indemnisations. Faire un suivi plus rapide des appels téléphoniques ou des messages, là, que ce soit des messages par courrier électronique ou ailleurs, laissés par les demandeurs d'indemnisation. Bon, interdire la construction en zone inondable, puis relocaliser les sinistrés dans des quartiers à l'abri des inondations, lorsqu'ils doivent être relocalisés. Je ne sais pas, est-ce que les questions se posent jusqu'à la fin ou on pourrait répondre au volet quali, puis après ça, on va répondre au volet quanti, ou je continue, puis vous gardez vos questions pour la fin? C'est comme tu veux, Daniel, mais si tu veux qu'on fasse une petite pause, que les gens commencent à poser des questions, c'est aussi... Est-ce que les gens préfèrent que je continue? Je ne sais pas trop, là.
Je vais Est-ce que vous continuer. avez déjà des questions? En tout cas, dans le chat, on n'a pas reçu encore de questions, mais est-ce que si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez la main. Sinon, Danielle, elle peut continuer. Ah, là, il y a une main qui s'est Oui, levée. oui. Geneviève, oui, allez-y. Oui, bonjour. Je suis interpellée par cette recommandation d'interdire la construction en zone inondable. Je me demandais si il y avait des commentaires sur interdire la reconstruction en zone inondable parce que c'est comme une autre dimension aussi. Non, c'est Si plus vous la avez. construction. C'est peut-être plus les gens, ils disaient ne pas permettre de nouvelles constructions en zone inondable. Oui, fait qu'il n'y a pas eu Non, ça, c'est pas arrivé là, non, ils ont pas dit, il n'y a personne dans les 15 qui ont dit ça. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelques résultats du volet quantitatif maintenant. Bon, je voulais vous parler aussi c'est qui les caractéristiques des personnes inondées? Là, dans le fond, des personnes inondées, c'est la majorité des femmes. Le tiers avait soit 35 à 54 ans ou 55 à 64 ou 65 ans ou plus, donc près de 90 33, là, 90 des gens ils se retrouvaient dans ces âges-là. La majorité avait plus qu'un secondaire 5, donc soit des études collégiales ou universitaires, puis la majorité aussi avait des revenus familial moins de 100 000 $. Dans notre questionnaire, là, où on avait des questions validées, puis qui avaient été validées dans d'autres sondages, dans d'autres études, avec des bonnes qualités psychométriques, dans le fond, il y a 21 des personnes qui disaient qu'ils ont eu une santé passable ou mauvaise. 22 la santé détériorée depuis les inondations. Ils constataient que leur santé s'était détériorée depuis les inondations de 2019. 21 étaient en détresse psychologique. 19 présentaient des symptômes de stress post-traumatique. 11 des symptômes d'anxiété, puis 16 dépression sévère. Les niveaux des perturbés, donc, ça, la majorité, c'est des femmes aussi. La majorité, c'est des personnes qui avaient 55 ans ou plus. La majorité aussi avait plus qu'un secondaire 5, donc plus un niveau collégial ou universitaire. La majorité aussi avait des revenus inférieurs à 100 000 $. On voit aussi que l'état de santé de ces personnes-là, les personnes perturbées, sont en meilleure santé que les personnes qui ont été inondées. Donc, 10 considéraient que cette santé était passable ou mauvaise. 14 considéraient quand même que leur état de santé s'était détérioré. 14 étaient en détresse psychologique. Et là, moins que 10 présentaient des stress post-traumatiques, de l'anxiété et de la dépression. Ouais. Donc, c'est quoi les principaux stresseurs des inondés, des perturbés? Parce qu'on a fait l'analyse ensemble, on a mis les inondés, les perturbés, parce que sinon, on n'avait pas assez de personnes qui nommaient, puis on n'aurait pas pu faire des analyses statistiques fortes, là. Mais avant, on a vu qu'il y a eu des stresseurs primaires aussi qui les ont affectés, la montée des eaux, l'attente, l'incertitude, le manque d'information, remplir des sacs de sable, installer et surveiller les pompes là, avant que ça rentre dans ta maison. Pendant les stresseurs, on a mis ensemble l'évacuation de la maison, la localisation, l'interdiction de retourner à son domicile, la coupure d'eau ou d'électricité, la fermeture des routes, le fait de se sentir isolé, ne pas pouvoir quitter aussi son domicile. Là. Il y a des gens qui ne pouvaient plus quitter leur domicile. L'empathie c'est l'empathie qu'il y avait pour les personnes sinistrées, puis l'hébergement des sinistrés. Donc, il y avait des sinistrés qui disaient que les perturbés aussi, qu'il y avait des gens qui étaient encore plus affectés qu'eux autres, dans le fond, puis il y avait de l'empathie pour ces personnes-là. Après, dans le fond, c'est constater les dommages matériels, la perte de la valeur de sa maison ou la perte de sa maison, difficultés avec les assurances ou avec le gouvernement, nettoyage après les inondations, les réparations, la reconstruction, gestion de ses problèmes de santé et des problèmes de santé des autres membres de sa famille et de son insécurité, des tracas professionnels, des stress financiers, l'endettement et les conflits conjugaux familiaux. Donc, en gros, des éléments significatifs qu'on a des analyses statistiques, les personnes peu ou pas satisfaites de leur démarche d'indemnisation sont proportionnellement plus nombreuses que les répondants satisfaits à présenter de la détresse psychologique, de l'anxiété, du stress post-traumatique et des manifestations de dépression. Donc, c'est les 4 mesures de santé mentale qu'on mesurait. À notre grande surprise, il n'y a pas de lien significatif entre la perception des délais de réponse des demandes d'indemnisation et la santé mentale des répondants. Puis, on n'a pas vu ça dans l'étude qualitative. Là. De mauvaises relations avec les fonctionnaires du MSP sont associées avec de la présence d'anxiété et de stress post-traumatique. Puis juger que l'aide financière qui a été accordée est insuffisante est associée, dans le fond, à la présence de stress post-traumatique
et estimer que les compensations financières ne sont pas équitables d'un sinistré à l'autre, mais tu as plus de chances de souffrir de détresse psychologique, d'anxiété et de symptômes de stress post-traumatique. Le vécu d'avoir vécu au moins un stresseur est associé à la présence des 4 problèmes de santé mentale étudiés. Donc, un des stresseurs primaires ou secondaires. Subir des dommages matériels, perdre la valeur de sa maison ou perdre sa propriété est associé à la présence des 4 problèmes de santé étudiés. La présence de coupures d'eau ou d'électricité est associée à 3 des 4 problèmes de santé mentale, détresse psychologique, anxiété et dépression. Excusez-moi. Nettoyer, réparer et reconstruire est associé avec l'anxiété, la dépression et le stress post-traumatique, donc 3 des 4 variables de santé mentale qu'on a étudiées. Puis là, lorsque les personnes n'ont qu'un seul stresseur, les analyses démontrent que le fait d'être évacué, relocalisé ou interdiction de retourner à son domicile est significativement associé au stress post-traumatique. Et ça, c'est pas le stress post-traumatique pendant les inondations, mais c'est dans les 14 jours précédant la collecte des données, là. Donc dans les 7 jours précédant la collecte des données. Puis on a fait, c'est pas moi, là, M. Bourdeau-Briand, qui a fait des analyses de régression, mais les analyses de régression ont démontré que les variables associées positivement au stress post-traumatique, ça veut dire que plus ton score est élevé de stress post-traumatique, plus tu considères que tu as une mauvaise santé physique, tu as déjà vécu les inondations avant 2019, l'ampleur des pertes financières subies, là, c'est 50 000 $ et plus. Considérer que l'équité du programme d'indemnisation est faible, ceux qui vivent multiples stresseurs, puis le stresseur primaire, les sacs de sable, puis surveiller les ponts. Au niveau de la dépression, ce qui est associé positivement, c'est une mauvaise santé, avoir une meilleure perception d'une mauvaise santé physique, considérer que son état de santé physique s'est dégradé, l'ampleur des pertes encore, puis l'équité du programme d'indemnisation. Ce que j'ai oublié de dire aussi, ce qui est un peu surprenant, c'est que les personnes âgées de 65 ans ou plus vivent moins de stress post-traumatique. Mais ça, c'est par rapport aux personnes âgées, dans le fond, les études démontrent qu'il y a 3 manières de réagir. Soit que les personnes âgées présentent plus de problèmes de santé que les personnes plus jeunes, présentent moins de problèmes de santé que les personnes plus jeunes, ou sont comme autant que les personnes plus jeunes, ils présentent plus de problèmes de santé que quand on les compare aux non-sinistrés. Donc, dans le cadre de notre étude, dans le fond, les personnes âgées présenteraient moins de stress post-traumatique que les personnes âgées plus jeunes que 65 ans. Bon, c'est probablement parce qu'ils ont vu l'ours là, déjà, là. Ils ont probablement été déjà victimes d'inondations, puis ont probablement aussi développé des bonnes stratégies d'adaptation dans les inondations précédentes. Au niveau de la dépression, donc, ce qui est associé négativement, c'est difficulté avec les assurances ou l'aide gouvernementale. Et ça nous a surpris aussi, parce qu'on pensait que, dans le fond, les gens qui allaient avoir plus de difficultés allaient avoir plus de problèmes, dont la dépression, l'anxiété et tout ça. Ça, c'est aussi ça. J'ai un autre que j'ai oublié avant. La détresse psychologique est associée à une mauvaise santé physique. Donc, considérer qu'on a une mauvaise santé physique, une dégradation de son état de santé depuis les inondations, considérer que le programme d'équité est faible, puis encore là, être âgé de 65 ans et plus te protège contre la détresse psychologique. L'anxiété, c'est à peu près les mêmes stresseurs que dans les problèmes de santé précédents. Donc, là, ça aussi, ça nous a surpris aussi, a reçu de l'aide pour les démarches d'indemnisation de la part d'employés municipaux ou de proches et tout ça. Mais c'est probablement que ces gens-là avaient tellement une demande compliquée qu'ils sont allés chercher de l'aide. C'est ça qu'on m'explique, parce que ça va à l'encontre de nos hypothèses qu'on avait au début. Ceux qui ont vécu des stresseurs primaires comme coupure d'eau, d'électricité, puis les stresseurs secondaires, ceux des dommages matériels, dans le fond. Puis encore là, les personnes âgées sont protégées contre l'anxiété lorsqu'ils sont victimes d'inondations. Dans le cadre de notre étude, c'est peut-être pas dans toutes les études, là, parce que c'est vraiment trois courants de pensée qu'on a pu constater, dans le fond. Quelques leçons à tirer, dans le fond? Bon, ce qui m'a surpris, moi, je me suis dit, parce que nous, on avait fait une étude, là, 2 ans, 8 ans après les inondations de 96, puis on avait aussi identifié les stresseurs. Nous, on avait identifié 16 stresseurs, là, primaires ou secondaires. Puis ces 16 stresseurs-là sont toujours présents 30 ans après, dans le fond.
le processus d'indemnisation en vigueur au Québec semble ne pas faciliter le processus de rétablissement des individus. Donc, on pense que des améliorations doivent être apportées là, en fonction du discours qu'ont fait les 15 personnes sinistrées. Mais je pense que ça s'est beaucoup amélioré là, en 2023. Là, il y a eu des nouvelles mesures et tout ça. Je pense que ça a quand même protégé les individus aussi. Le soutien psychosocial ne compte pas tous les besoins des sinistrés. Il faut intervenir sur les stresseurs secondaires lors du rétablissement. Puis je pense que c'est ça. Si on diminue les stresseurs secondaires, probablement qu'on va diminuer les risques de développer des problèmes de santé post-désastre. La source des problèmes de santé mentale n'est pas seulement due au fait d'être inondé, mais liée au nombre et à la gravité et la persistance des stresseurs. Donc, au nombre de stresseurs, à la gravité de ces stresseurs-là, puis à la persistance de ces stresseurs-là qui durent très longtemps. J'ai fini. C'est peut-être pas long, mon affaire. S'il y en a qui ont des questions, qui sont surpris de nos explications, s'ils ont d'autres explications de nos résultats. Madame Merci Joanne. beaucoup. Merci, Daniel. C'était magnifique. Je pense que Joanne, elle veut poser une question. Il faut juste ouvrir ton micro. Puis ensuite, je donnerai la parole à Jean-Bernard Guindon, notre président du comité scientifique du risque. Ouvrez votre micro. J'essaie de le faire, j'arrive pas. Valérie, est-ce que toi, tu peux activer le micro des participants, s'il te plaît? Est-ce que... Non, ça fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs fois d'ouvrir son micro là. Ouais. Essayez, Madame Joanne, voir si ça marche. Joanne, juste cliquer sur l'écran, peut-être l'activation, ça n'apparaît pas. Si vous n'êtes pas capable de faire votre micro, allez sur le message, envoyez-nous un message, puis on va être capable de... Écrivez votre question par messagerie. En attendant, on va donner la parole à Jean-Bernard, en attendant que Madame Joanne puisse réactiver le son. Alors, Daniel, évidemment, je dois dire que c'est une délectation de t'écouter parler de cette problématique importante. Je veux souligner une chose et entendre ta réaction. Ce que je perçois, c'est que dans toutes les conséquences psychologiques des inondations, ça peut s'appliquer à l'ensemble des désastres, il y a des facteurs inévitables, il y a des facteurs qui sont contraignants, qui existent. Il y a aussi des facteurs qu'on peut contrôler. Et parmi ceux-ci, ce qui m'a frappé, c'est les conséquences qui sont issues du comportement des intervenants auprès des sinistrés, notamment les intervenants chargés de l'indemnisation. Et quand je lis ce constat qui est bien fait dans ta recherche, et que je compare ça à ce que le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique, identifie comme étant leur établissement. Pour le ministère, leur établissement, c'est d'abord et avant tout l'indemnisation. Comme si le fait de simplement arriver à donner un dédommagement allait guérir tous les maux. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas, que ça ne guérit pas tous les maux, et que même au moment où l'intervention se fait avec les citoyens qui sont atteints par les inondations, on ne prodigue pas la même bienveillance à laquelle on pourrait s'attendre de la part de gens dont le rôle est de vraiment, comment je dirais, d'aider les gens et de diminuer leur état de stress. Alors, je ne sais pas comment tu vois ça, mais moi, personnellement, ça m'interpelle sur ce qu'on appelle le rétablissement. Le rétablissement, ce n'est pas que indemniser. Ce que nous lisons dans ce que tu viens de dire, ce que nous comprenons, c'est que c'est l'ensemble de tous les facteurs qui influent sur le comportement humain. Oui, bien, dans le fond, ce qu'il faut dire aussi, que le rétablissement peut être très long. Hein? Ça peut prendre jusqu'à 2 ans, 3 ans avant d'avoir une réponse par rapport à l'indemnisation. Là. Puis ça peut prendre aussi très, très longtemps pour faire les rénovations, puis le nettoyage, les rénovations, etc., puis retrouver son domicile. Mais c'est sûr qu'il y a des aspects très humains. Les gens, comme dans d'autres recherches qu'on a faites aussi dans celle-là, c'est des gens, ils nous prennent pour des voleurs. Ils ont l'impression qu'on exagère les pertes qu'on a subies, puis tout ça, puis il faut toujours prouver tout ce qu'on a, puis c'est très compliqué, dans le fond, tous les reçus qu'il faut qu'on fournisse, des réponses qu'il faut qu'on fasse. C'est un processus qui est très fastidieux et tout ça, puis on n'a pas l'impression qu'on nous croit là-dedans. Puis c'est aussi, les gens nous disent aussi, ben, parce que souvent, c'est qu'il y a un roulement du personnel,
Là, toi, pendant un mois, tu parles un préposé, mettons, un fonctionnaire, puis le mois suivant, c'est un autre fonctionnaire. Puis là, il faut que tu répètes tout le temps ton histoire. Puis là, il faut que tu le remettes encore à jour, tout ça. Puis lui, après ça, il faut qu'il se renseigne à son supérieur, puis Donc, ça prend. C'est vraiment un processus qui est trop long, qu'on on comprend pas, dans le fond, la détresse que les personnes vivent aussi. Ils ne sentent pas d'empathie, par exemple, parce que les gens vont être beaucoup affectés par la perte de leurs photos, de leur perte de leurs souvenirs et tout ça. Puis ça, c'est pas remboursé, ça. On ne tient pas compte de ça. On ne tient pas compte de plein d'éléments qu'on ne rembourse pas, qui ont une valeur sentimentale. Fait que ça aussi, c'est un élément, je pense que c'est ça aussi. Je pense que le monde municipal et le monde du MSP qui travaille avec des sinistrés devraient avoir une formation de base, dans le fond, sur l'empathie, puis l'écoute attentive, puis je pense que ça pourrait être intéressant, puis comprendre ce que peuvent vivre les sinistrés aussi, les familles sinistrées, c'est quoi les obstacles qu'ils rencontrent et tout ça, puis comment aider. Puis je trouve aussi au niveau du CLSC, là, des CIUS et des CIS, c'est qu'il faudrait aussi regarder les stresseurs secondaires puis apporter du soutien sur ces stresseurs secondaires-là. Si les gens ils ont, remplir le formulaire, c'est un stresseur important. Pourquoi pas qu'une travailleuse sociale ou une technicienne en travail social aide une personne à remplir ce formulaire-là? Donc, je pense il y a des questions à se poser comme municipalité, puis comme organisme communautaire, puis comme CIUS l'aide qu'on peut apporter aux sinistrés, puis pendant combien de temps? Parce que en général, les CLSC se retirent après 6 mois. Mais c'est pas fini après 6 mois là, pour la majorité des sinistrés. Il y en a qui vivent encore dans des hôtels 2 ans après là, parce qu'ils sont pas capables de se reloger, parce qu'ils ne trouvent pas de logement abordable dans leur municipalité. Donc, c'est un élément très, très important et tout ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jean-Bernard, mais Tout à fait. Et au-delà, puis j'aime les choses que tu ajoutes parce que je pense qu'on passe à côté de l'essentiel de l'humain en ne concentrant que sur l'aspect d'indemnisation intrinsèquement et surtout des facteurs comme ce que tu indiques, là, d'une espèce de mauvaise foi qui consiste à laisser croire que tu peux être quelqu'un qui cherche à frauder. Bien sûr qu'il y en a dans la vie des gens qui peuvent chercher à frauder, mais il est démontré dans d'autres études dont j'ai déjà été au courant que dans le cadre des sinistres, en général, le comportement des citoyens est le même qu'en temps normal, c'est-à-dire que ceux qui sont portés à exagérer ou à voler ou à faire quoi que ce soit de travers dans le temps normal vont avoir des comportements qui vont être semblables lors d'une situation de sinistre, mais on attribue souvent aux sinistres des mauvais sentiments comme ceux d'exagérer ou d'abuser du système. Et j'aime tes commentaires à cet égard. je ne dis pas que tous les employés du MSP ne sont pas fins, là, que tous les employés municipaux ne sont pas fins. Il y en a que certains qui sont moins à l'écoute de d'autres, là, mais ce n'est pas la majorité quand même. Là. Il y a Nathalie, excuse-moi, Oui, je Nathalie? fais l'animation, moi, là. Bien sûr, bien sûr. Je trouve ça dommage que Mme Robin ne réussisse pas à prendre la parole. Là, je vois qu'elle aurait bien aimé, en tant que sinistrée, dit-elle, on aurait bien aimé l'entendre. Je suis désolée vraiment que votre micro ne fonctionne pas. Excusez-moi, Nathalie, est-ce que vous voyez le petit micro? C'est marqué mute là, sur Zoom, puis si vous passez dessus, c'est. Bah, elle m'a écrit en privé, elle n'a pas la possibilité, son ordinateur ne prend pas en charge son micro, mais moi, je lui ai dit, quittez la réunion, puis on va vous réadmettre, et en vous reconnectant, vous allez pouvoir cliquer sur le micro. Oui. OK, Oui, bon, Nathalie. J'aimerais bien qu'on puisse l'entendre, d'autant plus que moi, j'ai souvent l'occasion de discuter avec Daniel, mais je me permets, puisqu'il n'y a personne qui a levé sa main. Donc, merci Daniel et Michael, je vois qu'il est ici aussi là, pour cette étude-là. C'est vraiment intéressant. Je me demandais, Daniel, je sais que tu l'as mentionné, mais je n'ai pas pris des notes sur les personnes. Qu'est-ce que vous entendiez comme personnes perturbées? J'explique ma question, c'est que moi, je suis du côté de Gatineau. Et lors des inondations de 2019, si je ne me trompe pas, mais j'ai un petit doute avec ma mémoire, là, si c'est 2017 ou 2019,
les inondations ont été telles que un des ponts qui permet de transiger là, de Gatineau vers l'ancien secteur de Hull avait été inondé, la route avait été inondée, donc ça avait bloqué même le transport des gens qui, chez nous, vont à Ottawa là, pour travailler au gouvernement fédéral. Donc, je me demandais, est-ce que c'est eux les personnes perturbées? Fait que j'aurais aimé entendre, parce que c'est intéressant de se dire que même les gens qui ne sont pas touchés directement vivent aussi des conséquences, puis on peut penser peut-être à l'influence sur la question de l'éco-anxiété et tout ça. Ben, Donc, les personnes en fait, OK, les oui. personnes perturbées, là, dans le fond, c'est des expositions indirectes. C'est des gens qui n'ont pas été inondés dans leur maison ni leur terrain, mais qui ont eu, par exemple, une coupure d'électricité, une coupure de chauffage, une coupure d'eau potable, qui ont pas été capables d'aller voir leur médecin parce que les routes étaient bloquées. Donc ça, oui, effectivement, les gens qui ont des difficultés à se déplacer, qui sont incapables de se déplacer, c'est des personnes perturbées. C'est des sinistrés qu'on a considérés perturbés, dans le fond. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Tantôt, j'aimerais ça que Michael parle un peu des coûts, là, comme la recherche aussi, puisque c'est intéressant ce qu'il a fait aussi. Mais là, il y a Mme Joanne. Peut-être, après ça, je donnerai la parole à Michael pour qu'il fasse un peu une synthèse de ce qui a sorti. Je ne sais pas si ça te va, Michael? Ça marche pas encore, je pense, pour Madame Joanne. Ça ne marche pas encore. En fait, Madame Robin, si c'était possible de vous connecter avec un autre appareil, ça fonctionnerait peut-être mieux puisque ça semble venir de l'ordinateur. En attendant que Mme Joanne se reconnaisse, que je peux prendre la balle au bon de Daniel. Écoutez, ça m'a fait plaisir de travailler avec Daniel sur cette étude-là. C'était ma première expérience pour des études plus qualitatives. Je suis habitué davantage avec la modélisation financière et des données sur les marchés boursiers, marchés obligataires et ainsi de suite. Mais c'est une étude qui m'apparaît très, très intéressante et importante. Donc oui, j'ai collaboré avec Daniel pour créer les statistiques descriptives et les tableaux de régression et tout ça. Mais il y a aussi un deuxième volet de l'étude qui n'est pas mentionné par Daniel ici, mais qui était quand même aussi important, qui était de trouver une façon de monétiser l'importance des conséquences totales des inondations. Donc, non seulement avoir un estimé des dommages directs, mais voir toutes les conséquences indirectes et intangibles que Daniel a mentionnées, y compris les stresseurs secondaires, de voir est-ce que c'est possible de les exprimer en termes de dollars. Et pourquoi faire ça? Eh bien, ce n'est pas parce que c'est important de tout représenter en termes de dollars, mais c'est que beaucoup de décisions publiques qui sont prises sur la base d'une analyse coût-bénéfice où il y a essentiellement uniquement des montants monétaires qui sont inclus dans l'analyse afin de déterminer, entre autres choses, les investissements en mesure de mitigation, ouvrages de protection, relocalisation et ainsi de suite. Alors, on s'est servi des données collectées dans le cadre du sondage qui a été réalisé dans le projet de recherche pour questionner les répondants par rapport à leur satisfaction dans la vie en général et leur satisfaction par rapport à différentes dimensions de la vie. Donc, comme Daniel disait, la vie familiale qui est importante, la vie sociale, la qualité du logement, de l'environnement dans lequel les gens vivent et ainsi de suite, afin d'utiliser une approche basée ou inspirée de l'économie des sciences économiques pour transposer la perte de satisfaction qui découle des inondations en équivalent monétaire. Entre autres choses, la façon dont la modélisation fonctionne, c'est de se dire quel revenu supplémentaire devrait gagner l'individu en termes de salaire et autres sources de revenus pour compenser pour la perte de satisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on a pu obtenir comme résultat? C'est d'abord en termes de satisfaction. Oui, on observe une perte de satisfaction dans la vie qui est clairement statistiquement significative et que là, dépendant du salaire moyen des individus et ainsi de suite, on a inféré que les conséquences totales des inondations correspondaient à un grand pourcentage du salaire. Et là, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais ça pouvait facilement correspondre à plus de 100% du salaire annuel d'une personne, les conséquences des inondations. Et ça, même si l'inondation de 2019 était celle qui était étudiée et que le sondage a eu lieu au début de 2021, là, en fait en décembre 2020 et janvier 2021, et qu'il y a la COVID aussi qui rentre en ligne de compte à l'intérieur de cette période-là. Donc, malgré le temps qui s'est passé, malgré le fait qu'il y a d'autres événements importants qui ont touché la vie de plusieurs personnes, l'effet des inondations en termes d'impact sur la satisfaction et indirectement d'impact monétaire ou d'équivalent monétaire est clairement présent. Alors, on vise une publication académique avec ce volet-ci de l'étude. Je dois vous avouer que j'ai quelques autres casseroles sur le feu cette session-ci, mais dès le
printemps, là, c'est ma première, c'est mon premier amour là, de revenir et passer du temps pour compléter ce papier-là pour pouvoir le soumettre avec Daniel. Puis on va faire un Oui. papier aussi sur les stresseurs et leur impact sur la santé mentale. On va soumettre un papier dans la revue Santé mentale au Québec là, aussi, parce qu'on trouve ça important de publier en français là, aussi. Là. Je tiens à souligner l'intersectorialité dans cette recherche. Donc, comme vous l'avez remarqué, Danielle Maltais, elle est dans le domaine des sciences sociales. Michael Baudre-Briand est un professeur, comme il vient d'expliquer, qui a l'habitude de jouer avec les chiffres. Mais le fait de mettre ensemble, à travers les projets de recherche du risque, deux secteurs qui d'habitude pour nous ne collaborent pas dans l'habitude, on a pu voir les résultats extraordinaires de recherche, comment monétiser une perte psychologique ou une perte sentimentale. Ça, c'est extraordinaire. Et puis ça va aussi aider, d'ailleurs, pour répondre à Madame Isabelle Perron, ça va aider nos décideurs à prendre de meilleures décisions vis-à-vis des politiques publiques, vis-à-vis de tout ce qui est décision, parce que parfois, les gens, quand ils nous parlent d'avoir perdu des photos, c'est un peu comme le patrimoine immatériel. L'UNESCO, lorsqu'il classait les projets, les gros bâtiments, on voyait qu'est-ce que ça veut dire un patrimoine matériel. Mais lorsqu'ils ont commencé à classer le patrimoine immatériel, qui sont les notions de culture, les habitudes, là, les gens, ils ont commencé à percevoir un peu. Et là, professeur Daniel Maltais et tout son groupe de recherche, ils ont pu mettre des chiffres sur des choses qui pour nous ne sont pas quantifiables. Comment quantifier une histoire? Comment quantifier un souvenir d'anniversaire? Comment quantifier une image de la première rencontre, par exemple? Donc ça, c'était vraiment extraordinaire dans les résultats de recherche. Je souhaite aussi vous dire que tous les résultats de Daniel, ils vont apparaître au fur et à mesure durant les prochains jours sur le site web du risque. Consultez le site web du risque, on commence à publier les résultats de nos premiers appels à projets. Donc, comme vous le savez, le risque, c'est 4 ans d'existence. On joue sur la deuxième existence du risque, risque 2.0, qui va se lancer, on espère, très, très bientôt au printemps. Donc, tous les résultats de recherche, ils sont sur le site. On a aussi une question dans le chat. Daniel, s'il te plaît, pour toi. Est-ce possible de comparer les stresseurs secondaires et impact sur la santé mentale dans un contexte d'inondation et dans un contexte de feu de forêt? Dans le fond, les stresseurs vont être à peu près les mêmes. Dans le fond, là, la peur de mourir, la peur d'être relocalisé, tout ça. Je pense que moi, je me semble que dans le fond, il y a des éléments communs dans chacun des sinistres, que ce soit la tragédie de lac mégantic, que ce soit la tragédie, les feux de forêt, que ce soit les inondations, que ce soit une grosse tempête de verglas ou les chaleurs extrêmes l'été. Il y a quand même des inconvénients que vivent les personnes, puis ils ont des craintes, des peurs qui vont jouer sur leur santé mentale. Je pense que c'est intéressant d'étudier ces différents phénomènes-là. Il y a peut-être, dans le fond, il y a certains facteurs qui vont, l'ampleur des pertes, la peur de mourir, être insatisfait des services de soutien qu'on reçoit, c'est un élément qui a été démontré dans nos recherches directement associé avec la santé mentale et tout ça. Donc, je pense que c'est un sinistre, il y a des éléments communs d'inconvénients que vivent les personnes. Donc, je pense que oui, effectivement. Quelles sont les recommandations, Daniel, que vous avez données au MSP ou à d'autres Ben là, ministères? Est-ce que vous avez donné des recommandations? on a fait des recommandations à la fin de notre rapport, puis là, je m'en souviens. Excusez-moi. J'étais préoccupée par les recommandations des sinistrés, mais c'est sûr qu'une des recommandations, moi, je trouve que une première, selon moi, là, sans tenir compte de ce que j'ai écrit dans le rapport, qu'on a écrit ensemble dans le rapport, là, les chercheurs et tout ça, les co-chercheurs aussi. Il faut vraiment changer notre perception de dire qu'un sinistre, ça dure quelques jours dans la crue des eaux. Un sinistre, c'est un continuum d'événements stressants. Ça, je pense qu'on rentrera ça dans notre tête, il va y avoir des meilleurs services qui vont être offerts aux sinistrés. Parce que l'aide que peuvent apporter les CIUS et les CIS va être plus longtemps, elle va être offerte plus longtemps, si on considère que c'est un continuum. 2, il y a plusieurs aspects de la vie des individus qui vont être affectés, pas seulement la santé mentale. C'est sûr que la santé mentale est un gros aspect, mais je pense que tous les autres aspects de la vie des personnes sont affectés, puis il faut travailler sur ces aspects-là aussi. Je pense qu'il faut aussi faire en sorte que le processus d'indemnisation soit plus facile, moins long, qui est moins stressant pour les sinistrés, puis qu'il y ait des gens qui aident les sinistrés aussi. Soit que ce soit des organismes communautaires, soit que c'est des gens de la municipalité qui sont libérés pendant quelques mois pour aider les sinistrés à compléter leurs demandes.
En gros, c'est ça. Je ne sais pas, Michael, si tu t'en souviens de nos recommandations qu'on a faites à la fin dans notre conclusion, mais je ne m'en souviens pas Ben, par je sais qu'il y avait un élément plus terre à terre qu'on mentionnait de facto, c'était de s'assurer du côté du MSP, entre autres choses, qu'il y ait un coordonnateur nommé dans chaque dossier, justement pour ne pas passer là, d'un intervenant à un autre au fil du processus. Et évidemment, pour le MSP, ben, de considérer le processus de rétablissement dans sa globalité. Donc, essayer de mettre à terre certaines barrières entre les organismes qui s'occupent du rétablissement. Donc, le MSP travaille main dans la main avec les CIUS et les autres intervenants côté santé et ainsi de suite. Mais pour être franc, je n'ai pas en tête toutes les autres Je n'ai recommandations pas qu'on a pensé faites. lire ça ce matin, j'ai rien qu'à penser faire le PowerPoint, là, le mettre à Et, corriger les petites fautes. et Daniel, si on a un message aussi à lancer à la population, là, malheureusement, on n'arrive pas à avoir Madame Joanne avec nous, mais si on s'adresse, si le milieu scientifique, il s'adressait à nos populations qui habitent en zone inondable ou proche d'une zone à risque, comment est-ce qu'on peut les sensibiliser? Comment est-ce qu'on peut leur donner un message? Quel message il faut leur lancer? Ça, c'est une grosse question, là, que ça coûte plus qu'une pièce, là. Je ne sais pas, là, dans le fond, c'est sûr que les gens qui vivent en dos d'inondables, puis qui peuvent pas, parce que dans le fond, là, les gens sont près qu'une maison qu'ils ne peuvent plus vendre, là, ou bien ils vont perdre de façon très, très importante. Donc, je pense qu'il faut prévenir aussi, là, essayer de trouver des moyens, dans le fond, là, de prévenir que l'eau monte jusqu'à ton sous-sol ou au rez-de-chaussée, tout ça. Mais ça, il faut avoir de l'aide de spécialistes. Puis ça pourrait être aussi une recommandation qu'on pourrait faire, c'est que la ville pourrait aussi rencontrer des personnes qui vivent en zone inondable avant qu'ils soient inondés pour leur montrer. Il n'y a pas que les sacs de sable pour se protéger, il y a vraiment d'autres moyens pour se protéger. Puis il faudrait peut-être qu'il y ait des informations là-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Manel, là, faut que je réfléchisse plus que 24 heures pour le message. C'est important à faire. Nathalie, tu as une autre question? Merci, Daniel. Merci pour Mais si Mme Joanne n'est pas capable de se connecter, moi, j'aimerais ça qu'elle puisse m'appeler chez moi après la rencontre, qu'on puisse échanger. Oh, merci, Daniel. On va lui envoyer ton numéro au privé. Ouais. Merci, Daniel. Oui, Nathalie? Mais moi, je voulais souligner de nouveau qu'un des éléments importants dans la recherche qui nous a été présentée par Daniel, puis sur lequel je pense... Michael. Et Michael, oui. En fait, c'est intéressant de se rappeler là, qu'une fois que l'eau se retire, là, les conséquences continuent chez les gens. Moi, je trouve tout le graphique au début là, sur le continuum là, des stresseurs qui se poursuivent, là, souvent les gens vont quitter, les intervenants vont se retirer des dossiers une fois que les dossiers d'indemnisation sont réglés, tout ça, mais pourtant les gens subissent encore des conséquences longuement après, puis tu en as parlé, Daniel. Je trouve aussi que c'est un message important à retenir. Quand l'eau se retire, les gens ne vont pas nécessairement mieux. Là, Quand l'eau se retire, les tracas ne disparaissent pas. Dans le fond, c'est ça qu'on pourrait faire comme... Mais nous, entre autres, on a fait une étude qu'on a trouvé des différences significatives entre les sinistrés et les non-sinistrés 8 ans après avoir été exposés à l'inondation. Donc, dans les problèmes de santé mentale, au niveau des problèmes de santé mentale qu'on étudiait, mais il y avait une amélioration de l'état de santé physique, par exemple, une perception du meilleur état de santé physique, mais il y avait la perception de son état de santé mentale, puis les mesures qu'on a prises, il y avait vraiment des différences entre les sinistrés et les non-sinistrés. La différence est encore plus grande chez les sinistrés qui considéraient avoir reçu moins d'aide qu'espéré que ceux qui avaient reçu autant d'aide qu'espéré. Regarde si tu me vois défiler. Madame Robin, je pense que votre micro, il fonctionne. On peut vous écouter. Est-ce que Merci. vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Merci, Bon, Valérie. merci. J'ai ouvert mon ordi, puis j'ai ma tablette. Super. Moi, je voulais témoigner. Je suis une sinistrée de Baie-Saint-Paul des inondations du 1er mai 2023. Allez-y. Oui. Le plus grand stresseur, c'est de se sentir complètement incompris par l'ensemble des autorités, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient du gouvernement. On a l'impression qu'on parle souvent dans le vide. Incompris par rapport à vos besoins, vos attentes, ou incompris par rapport à... Incompris par rapport aux documents qu'on leur envoie. On a toujours l'impression qu'on est des voleurs,
et que c'est des faux documents. Et je veux aussi témoigner, je suis une 65 ans et plus. Je vais vous dire qu'est-ce qui nous aide le plus à s'en sortir, les 65 ans. C'est que premièrement, on n'a pas le même poids financier qu'un jeune qui vient d'acheter sa maison. Moi, par exemple, j'avais une grosse maison, tout le monde me connaît, là. J'avais le gîte au Clocheton, j'ai fait la une de tous les médias au Québec actuellement. Ma maison valait à peu près entre 600 et 700 000 le 30 avril et le 1er mai, ben, elle a été inondée. C'était mon commerce. Donc, perte dans mon commerce, perte dans ma maison, mon auto y a passé. J'avais la plus grosse maison de la rue. J'étais une de celles qui était la plus maganée. Actuellement, on était rendu à pas loin d'1 million pour essayer de la restaurer et de la remettre sur pied. Et ce qui fait que je m'en sors, c'est que moi, je n'avais pas le poids de payer une hypothèque. Mon hypothèque a été réglée cette année. Alors, les jeunes dans ma rue, j'ai beaucoup de misère pour eux, puis je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir, parce qu'ils ont un poids financier. Puis en plus, comme vous dites, ben, quand on a plus que 65 ans, on a une expérience de vie, on prend la vie un petit peu différemment. Mais c'est surtout le gros poids financier. Moi, j'étais capable d'attendre après les allocations de la sécurité publique, après tout ce qui allait arriver, parce que je n'avais pas le poids de payer une hypothèque à chaque mois. Ouais, puis les recherches démontrent, entre autres, que c'est des gens au mi-temps de la vie qui sont le plus affectés par les catastrophes. Parce que, dans le fond, ces gens-là, ils ont comme senti ils étaient comme installés dans leur vie, dans le fond, puis il y avait encore des hypothèques et tout ça, c'est sûr. Oui. Mais c'est sûr que les plus jeunes, puis les gens au mi-temps de la vie sont quand même très affectés lorsqu'ils sont victimes d'une inondation. Oui. Puis, quand vous avez dit, là, c'est vraiment vrai. Puis, je veux aussi témoigner que le ministère de la Sécurité publique s'est beaucoup amélioré depuis les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Moi qui est une de 2023, là, vraiment, leur programme a été amélioré. Puis, les gens, pas tous avec empathie, mais plus peut-être d'empathie que ce que vous dites dans votre reportage, là. Mm. Oui, je pense qu'il y a eu des changements importants dans les critères aussi, tout ça. Là. Je pense que Michael les connaît mieux que moi, mais je pense qu'il y a eu vraiment des changements dans le programme et tout ça qui facilite la vie des sinistrés, mais c'est quand même quand même pas toujours très facile. Là. Non. Puis quand vous disiez aussi dans un des que j'ai remarqué tout à l'heure, rapidement, ils nous ont versé une allocation tout de suite en partant. Mm. Ça, c'était un soulagement Mm. de voir apparaître dans son compte de banque tout à coup un montant d'argent. Mm. Bon, mais c'est bien. Donc, je pense qu'avec toute l'étude que vous avez faite, je ne sais pas si le ministère de la Sécurité publique a eu vos recommandations ou quoi, mais ils ne sont pas parfaits, là, mais ils ont beaucoup amélioré. Mm. Parfait, c'est bien. Ben, tant mieux. Et ben, je témoigne en disant que c'est hyper stressant de vivre une inondation. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que je venais de quitter ma maison une demi-heure avant qu'on soit inondé. Fait qu'au moins, je n'ai pas ça. Mais on rêvait quand même toutes les nuits au désastre quand on a retrouvé nos maisons. Mm. On n'a pas encore retrouvé le sommeil, puis on est rendu au mois de février 2024. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Mme Claudine Tremblay. Est-ce que vous avez fini, Mme Robin? Oui, merci de m'avoir Merci. écouté. Merci Ben non, beaucoup, c'est Madame très Robin. intéressant. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très Oui. bien. Alors, bon, moi, je me présente, je suis une représentante des municipalités. Alors, j'ai entendu quelques éléments qui m'apparaissent certainement intéressants, mais je vais faire si tu veux, un topo un petit peu différent. Souvent, les municipalités sont dans des lieux où, comme la mienne, supposons, c'est plein de nature. Les gens, c'est ça qu'ils veulent, mais à partir du moment où ils s'installent dans un lieu idyllique comme ça, comme s'il n'y avait pas de conséquences, effectivement, il y a des conséquences. Les personnes doivent effectivement comprendre que l'électricité peut être morte pendant 10 jours parce qu'ils sont dans un fond de rang, ils sont tout seuls dans le fond du rang, malgré une tempête. Alors, souvent, les municipalités aussi ont des petites équipes qui elles-mêmes subissent le stress
parce qu'elles doivent répondre à des demandes importantes de la part des citoyens, alors que des fois, elles sont 3, 4. Comprenez? Et donc, pour faire rouler les choses. Je voulais juste mettre ça en perspective. Et aussi, une autre chose, depuis la COVID, des gens se sont déplacés vers les petites municipalités où il y a la nature et tout, et s'attendent à avoir un service qui est similaire aux grandes villes, ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a un ajustement aussi à faire de la part quand on parle des inondations comme ça, c'est le fun d'être sur le bord de l'eau, mais la nature est ce qu'elle est, comprenez? Alors, prendre un risque d'être dans une zone inondable, dans un contexte de changement climatique, il ne faut pas se mettre les yeux. Vous comprenez, il y a des gens qui sont près des rivières, c'est formidable. Mais quand l'eau monte. C'est vrai que c'est stressant, mais il y a comme une relativité à faire avec ça parce qu'on le sait que le changement climatique est là. Et que c'est un gros enjeu pour les municipalités qui, je dois vous dire, ont de la misère à remplir leur plan d'intervention des exigences du ministère. J'en suis une témoin. Et finalement, je dirais qu'il faudrait effectivement, je prends en compte l'idée que le rétablissement est long, mais je dirais aussi que à l'écoute de votre exposé, je dirais que s'il y a 2 personnes qui parlent, alors il faut se référer à la personne qui donne de l'argent. Fait que moi, ce que je dirais à mon équipe, c'est référez-vous au ministère, parce que si on veut aider par bonne volonté et que tout à coup, les gens ont l'impression qu'on dit 2 choses, nous, on prend aussi l'information du ministère. Alors, ce serait peut-être important de faire en sorte de conseiller aux municipalités d'aller directement, de diriger les gens au bon endroit pour un seul canal de communication et donc pas d'écart au niveau de l'information. Voilà ce que j'avais comme information à vous donner là-dessus et commentaires. Et merci pour ce résumé. Mais C'est vous, éclairant. Voilà. je pense que vous parlez, c'est bien des enjeux que les petites municipalités ont plus d'enjeux que les grosses municipalités, dans le fond, mais je pense que tout le monde a des enjeux. Comme si on prend des grosses municipalités, les non-sinistrés vont s'attendre à recevoir les mêmes types de services qu'il y avait habituellement, mais là, ton personnel est comme orienté à aller aider les sinistrés. Fait qu'il il y a des frustrations aussi. Je pense qu'il y a comme une éducation à faire en termes de conséquences, en termes de vécu et tout ça, là. Puis je pense qu'il faut aussi se soucier des intervenants aussi, là, qui interviennent, qui sont là pour aider les sinistrés parce que eux autres aussi peuvent vivre aussi autant de problèmes de santé physique, psychologique, puis de conséquences dans leur vie personnelle, conjugale et tout ça que les sinistrés parce qu'ils sont là pendant des longues heures par jour, des longues heures pendant de nombreuses semaines, etc. Puis ils vivent le stress. Donc, en gros, c'est ça. Merci Daniel. Je pense qu'on va clôturer avec la question de Nathalie ou l'intervention, puis ensuite on va conclure. Il est 13h05, puis on commence à perdre des invités. Je vais être très rapide. Je voulais vous dire merci de votre témoignage, Madame Tremblay, puis on ne vous oublie pas. Avec Madame Maltais, avec Daniel, justement, on est en train de conduire actuellement une recherche dans les municipalités, dans une municipalité pour avoir le point de vue des intervenants municipaux qui sont intervenus dans des situations de catastrophe. Donc, probablement l'objet d'un prochain webinaire. Merci de votre témoignage, Madame Tremblay. Madame Robin aussi, merci de votre témoignage. Puis c'est sûr que, bon, on voit aussi que les personnes de 65 ans et plus, c'est pas seulement des personnes dépendantes, là, c'est ça aussi qu'il faut qu'on voit, là. Ils peuvent contribuer aussi dans la communauté, là. Bon, Excellent. Merci beaucoup, Daniel. Merci tout le monde. Merci de votre présence. Daniel et Michael, c'était excellent de voir et d'écouter les résultats de vos recherches. On a hâte à lire encore d'autres recherches. Michael, tu nous as promis de commencer à rédiger quelque chose. On l'attend au printemps. Merci à toutes et à tous.
Je pense que le rapport, puis le résumé du rapport est sur le site du risque, est déjà mis sur le site du risque. Oui, Valérie, que je remercie ici, que vous voyez derrière l'écran, elle vient de déposer les liens dans le chat. Oui. Puis sinon, si vous voulez aussi, je pense, Valérie, toi, tu envoies un courriel aujourd'hui avec les informations du webinaire. Donc, vous allez recevoir l'information sur le site. Sinon, www.risque.ca, vous allez trouver toutes les informations requises pour avoir plus d'informations sur les résultats de nos projets de recherche. Merci à toutes et à tous. Ce fut excellent de vous voir.